24 ans. Voici l'âge que vient de fêter LaMelo Ball il y a quelques semaines. 24 ans, 5 saisons NBA et 0 match de playoff. Et quelle semble loin l'époque des débats avec Anthony Edwards. Car oui, c'était bien lui, le rookie de l'année 2021, et c'était bien lui, le premier à décrocher une étoile de All-Star dès sa saison sophomore. Mais depuis le départ de James Borrego, patatras. 14e, 13e, puis 14e à l'Est pour les Hornets, et un LaMelo sur la touche à répétition pour blessure. Et l'an passé, Charlotte a vraiment touché le fond. 29e attaque. Une hérésie lorsque tu as LaMelo Ball dans ton effectif. À moins qu'il ne soit pas si fort. Cette année, les Hornets ont un plan pour redevenir une bonne attaque. Et plus d'excuses pour le cas des Balls, il sera passé au révélateur des superstars. Mais alors quel est ce plan de Charles Lee? Y a-t-il vraiment de l'espoir pour que les Hornets redeviennent compétitifs? Mais on va essayer de disséquer tout ça. Bienvenue. Bon, vous commencez à me connaître, j'aime partir d'une question dans mes vidéos, et celle du jour est la suivante: comment devient-on une bonne attaque NBA en 2025? La question mériterait une disserte de 8 heures, mais si on regarde un peu les meilleures équipes de 2025, il y a quand même une constante qui revient, et cette constante, c'est le spacing. Cleveland est devenu meilleure attaque de NBA et une des meilleures de l'histoire en jouant presque toujours avec un seul intérieur, et que d'excellents shooters autour, quitte parfois à sacrifier la défense au profit de profils comme Sam Merrill, Ty Jerome, etc. Boston, 5-out ultime et sans doute le meilleur de l'histoire quand l'équipe est au complet. Ok ici. En playoff, c'est un peu différent, mais 2 saisons régulières de suite qu'ils sont dans le top 5 en adresse à 3 points. Denver, anomalie Niko Jokic et son super pouvoir de créer des tirs au cercle à répétition. New York, 5-out théorique avec Karl Anthony Towns qui a joué poste 5 toute la saison. Indiana et son run de playoff, un des rares vrais 5-out aussi de NBA. Bref, l'utilisation peut varier, mais le spacing semble primordial, et en Caroline du Nord, c'était le désert de Gobi l'an passé. 29e en réussite à 3 points, aucun shooter avec une vraie gravité sans la balle, encore plus lorsque Brandon Miller se blesse. Et devinez sur quel autre stat ça se voit, l'efficacité au panier. Aucun joueur qui a un profil de gros diver, ok, mais surtout aucun espace pour driver. Et si tu drives, il y aura du monde qui t'attend sous le panier. 30e réussite collective au panier. 30e réussite en fin de drive. Et 28e fréquence de lancer franc tenté, même si ça, c'est aussi dû au personnel en place. Et sur le film, c'est flagrant ce manque de spacing qui amène aussi, en plus du manque d'efficacité, des pertes de balles. Ici, exemple face aux Wolves, super système avec un double drag qui se transforme en chin screen pour tout est fait pour perturber la défense. Sauf que Rudy reste assez haut sur son drop car il n'y a pas de menace de lob derrière. Et Nickeil Alexander-Walker vient doubler LaMelo Ball pendant que Naz Reid et Donte DiVincenzo viennent fermer la porte au panier, tout en délaissant le côté faible. Résultat, le meneur assure mal sa passe, mais Gibson n'était de toute façon pas préparé à la recevoir. Et quand bien même la passe arrivait, c'était pile ce que la défense voulait. Autre exemple très parlant, face à Orlando. Pick and roll entre petits, mais de suite Orlando défend à 3 ce pick and roll pour mettre la pression sur le porteur. LaMelo choisit la passe au-dessus, mais Cole Anthony peut abandonner le corner sans risque, puisque ce n'est pas un shooter. Et encore une paire de balles. Bref, le résultat est décevant, mais la manière n'était pas mauvaise, souvent. En fait, Charles Lee, il avait pas mal de bons sets pour des shooters, mais sans avoir ces shooters. On retrouvait pas mal d'actions à 2 poseurs d'écran, ce que je disais avant, des double drag, où dans les 2 poseurs d'écran, il y avait souvent un shooter. La plupart du temps en deuxième position qui pouvait popper proche de LaMelo si une prise à 2 se déclenchait et donc être à une passe près. Sauf que justement les 2 écrans, ça crée de la séparation entre LaMelo Ball et son défenseur direct, et ça lui laissait donc le temps de faire la passe si jamais la prise à 2 se déclenchait. On avait aussi la version pick and roll classique, un seul poseur d'écran, mais entre petits, et là aussi ça marchait bien au vu de la taille du meneur.
Puisqu'en fait, en ramenant un petit poseur d'écran, on ramenait aussi un petit défenseur. Et donc là aussi, prise à 2, Lamelo, il peut passer au-dessus. Ce qu'on retrouvait pas mal aussi, c'est des ram screen pour un shooter qui ensuite venait poser la balle à la Melo Ball. Et encore une fois, ça crée un premier décalage, un premier temps d'avance avant de jouer le pick and roll. Et un dernier mouvement qu'on voyait pas mal, notamment en early offense, c'est des configurations de double drag. On avait un flare screen, c'est-à-dire un écran au périmètre pour profiter du chaos qu'il y a un peu dans la défense. Et ça crée souvent un tir ouvert. Sauf que le problème avec tous ces bons systèmes que j'énumère depuis avant, c'est que ces systèmes justement, ils étaient appelés pour Grant Williams, Josh Green ou encore Tidjane Salahin, qu'on adore, mais qui n'est pas encore prêt. Et c'est là où on touche le cœur de cette vidéo. Le management a décidé de frapper fort en ramenant les profils dont Charlesy a besoin. Déjà, à la draft, il y a eu Con Knuppel en 4. Peut-être le meilleur shooter de la draft, capable de tirer en mouvement, qui adore poser des ghost screens, tiens, et qui est absolument létal sur du catch and shoot. Donc déjà, sur les pick and roll entre petits, on coche la case. En stun beater à une passe près de Lamelo, on coche la case. Et sinon, rien que de l'imaginer dans le corner lorsque Lamelo drive, c'est idéal parce que ça met la défense dans un bien plus gros dilemme que l'an passé. Mais ça s'arrête pas là, puisqu'il y a aussi eu en 29e choix Liam McNeely, encore un grand shooter. Sans doute bien moins élite, d'où sa position à la draft, mais c'est vraiment un profil de shooter, notamment en high school, et qui en plus a du connecting, va pouvoir faire vivre le ballon dans cette attaque. Mais le management ne s'est pas arrêté à la draft, puisqu'on a ramené Colin Sexton, qui est peut-être secrètement un des tireurs d'élite de NBA les moins reconnus. Puisque si on prend l'échantillon en carrière, il est à 39% de réussite à 3 points. C'est absolument élite. Et là où cette acquisition elle est aussi très intéressante, c'est que Sexton c'est devenu un des meilleurs petits poseurs d'écran de NBA et il a complètement développé cette partie de son jeu sous Will Hardy. Ça commence à être pas mal et rajoutons à ça un Brandon Miller sur une saison complète. Les progrès attendus de Salahin et vous obtenez en théorie un bon spacing. Avec en plus le bonus que les joueurs pris sont très à l'aise avec ce que demande Charlesy, à savoir que ce sont des petits qui aiment être des poseurs d'écran. Et justement, continuons un peu le breakdown du playbook de Charlesy. Et en fait, quand on regarde les chiffres, vous l'avez peut-être vu venir avec les premières actions décrites, mais on se rend compte qu'il y a énormément de pick and roll en réalité. Deuxième équipe de NBA en fréquence de pick and roll ball handler, juste derrière les Cavs. Et c'est les deux seules équipes à plus de 20 pick and roll de la sorte par match. Et on est d'accord, c'est pas la motion offense des grands Warriors, mais sur la mise en place de ce pick and roll, il y avait des choses intéressantes aussi pour la Melo Ball. Tout ce qu'on a décrit avant, évidemment, les double drag, pick and roll petit, mais j'ai envie de m'attarder sur ce que fait la Melo avant de réellement jouer son pick and roll lui-même. Et il y a deux choses intéressantes qui ressortent pour moi. La première, c'est d'être utilisé en poseur d'écran lui-même avant son pick and roll. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent le premier écran qu'il pose, c'est pour démarquer un cut au cercle. Et donc, ça permet souvent de forcer un switch de la défense et de démarrer son action, son pick and roll, avec un moins bon défenseur qu'au préalable. Comme ici, exemple très simple, mais ça enlève Dillon Brooks. Et donc, ça met la Melo Ball dans une meilleure position pour jouer son pick and roll. Et même si la défense switch, ça lui permet de glisser l'écran et de surprendre l'adversaire en s'échappant très vite de l'écran, comme ici face aux Raptors, où il va se créer un tir ouvert derrière. Alors parfois, c'est pas parfait. On sent qu'il n'a pas l'habitude de poser des écrans. C'est pas quelque chose qu'il a fait souvent dans sa carrière et ça donne parfois des scènes un peu grossières, comme ici. Mais l'idée, elle est intéressante et la piste mérite d'être creusée parce que regardez, quand ça ne switche pas comme ici face à Brooklyn, Schroeder, il est obligé de se mettre dans le gap pour boucher le drive à Brandon Miller, qui la redonne à la Melo, sauf que forcément, Schroeder, il est en retard sur la Melo. Et donc, il est obligé d'appeler le switch. C'est la panique et la Melo a un tir plutôt ouvert. Et le deuxième principe qu'on a pas mal vu, c'est les chase action. C'est-à-dire que la Melo, il lance le ballon et il se met à courir derrière pour aller le récupérer à pleine vitesse. Et là encore, le but, c'est de créer un premier décalage à la Melo Ball avant qu'il joue son pick and roll. Et face à une défense comme ici Orlando, qui ne veut pas switcher Anthony Black de Ball, c'est super efficace. Parce que Black, il est en retard. La Melo Ball, c'est un joueur qui a le pull-up. Et donc Bitadze est obligé de monter. Sauf que Bitadze,
c'est pas trop son profil, et donc il y a un espace et ça libère la ligne de drive à Lamelo. Mais bon, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? C'est des sets très sympas, mais qu'est-ce que ça veut dire en chiffres? À quel point est-ce qu'ils sont forts ces Hornets? En fait, Lamelo, malgré l'horrible spacing des Hornets et le manque de menace verticale, lui, il était 63e centile d'efficacité en ball handler sur pick and roll. Sur le 4e volume de NBA, c'est pas mal du tout. Et c'est aussi 55e centile sur les end-off, c'est-à-dire ces fameuses chase action, sur plus de 2 par match. Lui qui n'avait jamais dépassé les 1,5 par match. Et ça reste des bons chiffres, mais malgré tout, c'est pas élite de chez élite. Et ça en dit aussi long sur sa non-capacité à provoquer des fautes, attaquer le contact, et surtout sa sélection de tir qui se repose beaucoup trop sur un pull-up à 33% en carrière. Bon, ça c'est parce qu'il est naturellement très fort, avec des chevilles qui se plient presque à volonté, ce qui lui permet de manipuler les écrans jusqu'au dernier moment, et aussi parce qu'il a un toucher de balle et un flair pour le jeu qui sont assez indéniables. Mais tout de même, c'est aussi parlant de la mise en place tactique, parce que Lamelo Ball, c'est pas un joueur parfait là-dessus. C'est un joueur qui va peu au cercle parce qu'il est beaucoup trop léger, qui fuit énormément le contact, qui se repose pas mal sur le flotteur, et malgré tout, il est 63e centile. Et donc, c'est aussi un peu parlant de la mise en place tactique. Bon, ça c'est sur le côté positif. Et mouillez-vous la nuque parce qu'on va passer au négatif. Et le problème, c'est qu'à l'échelle collective, les Hornets, c'était tout simplement la pire équipe de NBA en efficacité sur pick and roll ball handler. La pire, alors que tu es le 2e volume et que tu as normalement un moteur de pick and roll comme Lamelo Ball. Il est bien là le problème. En gros, en dehors de Lamelo Ball, il n'y avait aucun joueur capable de porter la balle sur pick and roll. Et c'est aussi un peu là l'enjeu de cette off-season. Est-ce qu'il y aura d'autres porteurs de balles efficaces dans cette équipe en 2026? C'est un peu toute la promesse de Con Knuppel et c'est aussi pour ça qu'il a été drafté en 4. Parce que c'est pas qu'un shooter. Il était extrêmement bon dans le pick and roll à Duke en tant que porteur de balles. Notamment avec Kaman Maluak où le duo se trouvait très bien et c'était un très bon passeur de lob. Il n'est pas ultra athlétique, mais en fait, il est très costaud, il a un dribble fonctionnel, il a une certaine puissance qui lui permet de toujours créer la séparation, de trouver de très bons angles en fin de drive. Et pareil sur son passing, c'est pas un joueur qui va manipuler la défense, qui va être très flashy, mais qui a un process de réflexion extrêmement rapide. Une stat forte pour comprendre pourquoi c'est un choix 4, 61% de réussite au cercle seulement sur demi-terrain. C'est vraiment énorme. Et Colin Sexton sur ce même play type, ces 3 dernières saisons, c'est 76e, 81e centile, puis 70e centile. Donc en fait, ces profils, ils sont là aussi pour le soulager et pour réussir à avoir un niveau plancher quand Lamelo n'est pas là. Mais aussi pour pouvoir utiliser plus Lamelo off-ball, parce qu'en réalité, même s'il a tapé des records d'usage, c'est pas un si gros ball hog que ça. En tout cas, c'est un joueur qui a une certaine part off-ball dans son jeu. Notamment, c'est un joueur qui, sur ses 3 premières saisons, était aux alentours des 45% de paniers assistés. Et ça, c'est 35-40e centile. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 60% des meneurs NBA qui sont moins assistés que lui. Et pareil, si on regarde un peu les touches, et notamment le nombre de secondes par touche, il est que 15e entre guillemets, ça montre que c'est aussi un joueur qui aime bien faire vivre le ballon et en fait qui aime que son équipe ait un certain chaos permanent. Et justement sur la partie off-ball, si on regarde les stats, en carrière, sur près de 1000 tentatives, il est à presque 40% en catch and shoot contre 33% en pull-up sur le même volume. Et donc en fait on a un joueur qui est pas si mal en pull-up, mais qui en abuse, mais surtout il y a un gros manque à gagner sur le catch and shoot. Et donc le mettre un peu plus off-ball, ça peut être une superbe idée. Parce que Lamelo Ball, c'est un joueur qui a toujours été au niveau moyen de l'efficacité en NBA, voire même un peu en dessous, et l'année dernière il était carrément à moins 7%. Et moins 7%, c'est vraiment mauvais pour un porteur de balle de ce niveau-là. Et pour le coup, je pense qu'il y a des limites, parce qu'il ne peut pas drive face à tout le monde. C'est pas non plus un shotmaker de haut niveau, c'est pas ça son style de jeu. D'ailleurs, si on regarde les isolations, il en joue que 2 par match et il est dans le 50e centile. Pile la moyenne. C'est pas mal,
mais c'est un playtype tellement exigeant que c'est pas assez. Et sur les isolations, pour le coup, il y a un peu moins le contexte du spacing, etc. qui rentre en compte. Et le fait que ce soit un peu une limite, même tactique, face à des défenses qui n'hésitent pas à switcher, vu que c'est pas un excellent joueur d'isolation, ou alors à faire du drop parce que son pull-up n'est pas élite, et bien ça rend encore plus important le fait d'aller chercher de l'efficacité haute part, et ce haute part, et ben ça peut être sur du jeu off-ball. Mais donc cette année, il y a un peu moins l'excuse du contexte pour la Melo Ball, puisqu'en théorie, le spacing, il l'aura. Les sets, on les a vus, il a commencé à les avoir l'an dernier, et si on arrive à débloquer cette part un peu off-ball de son jeu, eh ben on peut vraiment avoir un scoreur qui s'approche, voire qui dépasse la moyenne NBA. Et c'est là tout l'enjeu de sa saison, rejoindre enfin la caste des porteurs de balles efficaces. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère une fois de plus qu'elle vous aura plu. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien le meilleur moyen, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner. Moi je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite. Ciao ciao.